J'ai pu voir toutes les personnes qui ont été affectées par ma mort. Donc toutes les personnes qui ont été en deuil. Et en particulier, je me souviens de ma mère. Elle fait son entrée dans la salle et découvrant mon corps sur son canapé. Et tout mon corps était devenu décoloré. Je suis ravi d'accueillir dans l'émission Brendan Densmore. Comment ça va, Brendan? Salut. Ça va bien, merci. Et vous? Je vais très bien, mon ami. Merci beaucoup d'être venu dans l'émission et je te remercie de nous faire partager ton récit est vraiment fascinant. Tu as traversé des événements dans ta vie qui ont été pour le moins remarquables. Alors, ma première question est la suivante. Comment était ta vie avant tes expériences de mort imminente, EMI? Oh, mon Dieu, assez misérable. J'étais vraiment une personne en colère. Des problèmes de confiance en soi, des problèmes d'estime de soi. Je n'étais pas content. Je feignais d'être joyeux. Mais en vérité, je ne l'étais absolument pas. Je ne me sens pas à l'aise dans ma propre peau. Ainsi, j'ai connu des hauts et des bas, comme tout un chacun. Mais ces épreuves m'ont réellement consumé, d'une certaine manière, surtout dans l'ombre, en coulisses. Durant votre enfance, pratiquiez-vous une forme de spiritualité ou suiviez-vous une religion ou quelque chose de similaire? Oui, effectivement, j'ai été élevé dans la foi des témoins de Jéhovah. Et la spiritualité a toujours suscité mon intérêt. J'ai fait des études en philosophie, donc je suis formé. Différentes philosophies provenant de partout dans le monde et j'ai toujours été captivé par la richesse des enseignements spirituels et autres sujets de cette nature. J'ai toujours été une personne qui a beaucoup de curiosité. Maintenant, pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez dit être en colère? Avez-vous compris la raison de cela? Parce que moi aussi, j'ai grandi avec de la colère. J'avais beaucoup de colère quand j'étais jeune, et même si j'étais le clown de la classe, à bien des égards, j'avais de la colère et des frustrations dans ma vie. Et je pense que tout le monde en a à un moment ou à un autre. Mais cela vous dérangerait-il d'aller un peu plus loin dans ce qui s'est passé? Certaines choses m'irritaient, juste sous la peau, et m'irritaient, puis je finissais simplement par... Mais je veux dire, en général, j'éprouvais simplement une grande quantité de sentiments de colère. Alors, je pense que tout a commencé lorsque j'ai subi une agression sexuelle à l'âge de 8 ans. Je suis désolé pour cela. Alors, cela a légèrement ébréché la cuirasse. Cela a touché mon estime de moi-même et on se moquait de moi quand j'étais enfant à l'école. Mais c'est juste que j'avais des rancœurs envers certaines personnes. Et au fil des années, tout cela s'est accumulé en moi de manière sous-jacente, pas nécessairement même dans le cadre de ma conscience. Mais je regardais un de vos épisodes avant de venir dans l'émission et vous parliez de comment vous vous mettiez en colère à cause de la rage au volant. Ah oui, c'était incroyable. Je n'étais pas quelqu'un d'agréable à côtoyer dans ma jeunesse, et au début de la vingtaine, sur la route, c'était étrange. Juste étrange. Donc, être simplement irrité par les choses que font les autres. Et ça suffit pour m'énerver. Je ne sais pas, ai-je le droit de dire ça sur YouTube? D'accord, oui. Je pense que c'est un peu comme si le moindre petit truc te faisait exploser. Ça n'a aucun sens. Alors que maintenant, quelqu'un me coupe la route et je me dis, tiens, je me demande ce qui se passe dans sa vie ou dans la sienne pour qu'elle soit si pressée. Ou qu'il soit énervé ou quelque chose comme ça. On dirait qu'il traverse en quelque chose. C'est mon premier réflexe maintenant. Avant, on était comme ça, Emma, nom d'une mère, fils de... J'allais les suivre et j'allais leur faire savoir ce que je ressens parce que j'étais pur ego et pure colère. Et genre, comment oses-tu même me regarder de travers? Et si tu me faisais un doigt d'honneur, alors là, c'était fini. Je n'avais rien d'autre à faire. J'étais jeune, alors je les poursuivais littéralement, je les suivais juste. Je n'ai jamais rien fait d'autre que ça, jamais quitté l'autoroute ou quoi que ce soit. Mais je me mettais en colère et c'était comme si, maintenant que je repense à ce type, je me dis waouh, mec, tu étais tellement en colère et n'importe quoi te faisait partir au quart de tour. C'est pour ça que je demande, parce que je sais que beaucoup de personnes qui écoutent sont probablement dans cette situation.
et ils ne comprennent même pas pourquoi ils agissent ainsi. Ou peut-être sont-ils tellement habitués à être en colère qu'ils ne cherchent plus à comprendre l'origine de cette colère pour pouvoir commencer à s'en libérer. Parce que vous, à présent, vous n'avez pas l'air d'une personne en colère, ce qui est vraiment une bonne chose. Oui, on le voit vraiment très rarement de nos jours, mais ça réapparaît de temps à autre. Ah oui, absolument. Mais j'ai appris à me détendre petit à petit et évacue ces émotions. C'est comme si je me donnais la permission de les ressentir, mais juste en prendre conscience et à observer. Quelle est la leçon que je tente d'apprendre à travers cette situation? Et à quel moment cette colère émerge-t-elle? Oui, c'est exactement ça. C'est précisément ce que je vis maintenant. Genre, d'accord, si cela se présente à moi à cet instant, il y a une raison pour que ce soit le cas, et comment puis-je au mieux gérer la situation pour tirer ma leçon et passer à autre chose sans avoir autant d'éclat? Comme j'aimais tant le faire pour une raison qui m'est étrange. Oui, un animal sauvage réside en nous. Oh mon Dieu, oui, Cela ressemble à un produit issu de l'évolution. Et il est là, présent. Et il s'agit d'apprendre à apprivoiser cette bête intérieure afin de pouvoir, disons, mener une vie meilleure. je sais parce que quand tu permets à la bête de prendre le contrôle des affaires, toute la situation devient moins amusante pour tout le monde. Et cette bête, on pourrait l'interpréter, pourrait aussi symboliser l'ego. Et l'ego et la bête, si l'on veut, cela peut être interprété ainsi. Mais il est vrai que tout le monde n'a pas ce genre de colère en soi. Il y a donc toujours une raison sous-jacente, ce que cette frustration représente, ce qu'elle signifie au fond. Et de toute évidence, tu as, à ce stade avancé de la vie, compris ce que c'était et tu as lentement mais sûrement réussi à t'en libérer à travers les expériences que nous allons évoquer. Alors, pour commencer, peux-tu me parler de ta première expérience de mort imminente? Ouais. À 21 ans, j'ai été impliqué dans une bagarre assez violente. Et j'ai reçu plusieurs coups de pied à la tête par un mec avec des bottes à bout renforcées. Et je suis allé voir le médecin après l'incident. Et il a dit que s'il avait exercé 1,5 kg de pression supplémentaire derrière le dernier coup de pied, sa botte aurait pénétré dans mon cerveau et je ne serais plus présent. Alors quand cela se produisit, je suis tombé dans l'inconscience et tout autour de moi est devenu un néant absolu. Un blackout total. C'est assez difficile à expliquer, vraiment. C'est aisé de dire que c'était le néant. Mais combien de fois expérimentons-nous réellement le néant? C'était simplement l'absence totale de tout. Blackout complet. Et suite à cela, j'ai entamé une remise en question profonde de ma réalité et de mon identité. Pourquoi suis-je ici? J'ai alors découvert ma passion pour l'apprentissage. Et c'est à ce moment précis que j'ai commencé ce parcours éducatif. Alors, j'ai arrêté l'école en 3e, au fait, d'accord. Parce que je détestais l'école. Et je détestais les professeurs, je détestais les élèves. Et je ne voulais plus rien avoir à faire avec l'établissement. Alors j'ai quitté en 3e et je suis allé travailler. Mais cela a duré pendant quelques années. Puis il y a eu cette bagarre durant laquelle j'ai failli perdre la vie. Et cela ressemblait vraiment au néant. Cela ressemble à ce que Martin Heidegger a décrit. J'ai pris conscience de la possibilité de ma propre non-existence, tout comme Heidegger en parle. Et cela vous a ébranlé comme prévu? Et cela m'a ébranlé jusqu'au plus profond de moi-même. Alors j'ai commencé à tout remettre en question. Et puis, un jour, j'ai découvert, waouh, comme, j'aime vraiment apprendre des choses nouvelles. Je lisais sans cesse, livre après livre, et j'écoutais cassette après cassette, et des CD après des CD traitant du développement personnel et de la psychologie, spiritualité, et je me suis lancé dans une véritable frénésie d'apprentissage, adorant chaque instant de révélation. Poussé par le désir d'en savoir plus, je suis retourné à l'école et j'ai finalement obtenu mon diplôme d'études secondaires. Retourné au lycée, et après cela, je suis allé dans un collège communautaire où j'ai obtenu un diplôme d'associé et je me suis inscrit au programme d'exploration des transferts. Cela est organisé par le réseau des collèges communautaires afin de montrer à leurs étudiants à quoi ressemble l'expérience d'étudier dans une prestigieuse institution de l'Ivy League. Et je me suis inscrit à ce programme et j'ai participé à 2 cours complets au Vassar College à New York.
Et cela s'est déroulé sur une période de 6 semaines, 2 cours complets, et j'ai obtenu 4 examens. J'ai obtenu 20/20 dans les 2 cours. Pas mal pour un décrocheur ou une décrocheuse du lycée. Et après? Qui se croyait réellement stupide, en réalité? Je connais ce ressenti, frère. Alors quand... Et ensuite, j'ai postulé à Vassar et j'ai obtenu une bourse complète. Puis j'ai eu mon diplôme de philosophie. C'est incroyable, vraiment. Quelle était la prochaine étape? Combien de temps entre la première et la seconde expérience de mort imminente? Voyons voir. Alors la première, c'était quand j'avais 21 ans. Et la seconde fois, c'était en 2014. Donc je dirais à peu près une dizaine d'années. Bien sûr. Donc, pour résumer, pouvez-vous me dire ce qui s'est produit dans la deuxième partie? Dans la seconde, en réalité, j'ai subi une overdose d'héroïne. Comment y êtes-vous arrivé? D'accord, donc tout semblait aller pour le mieux. Vous aviez une bourse pour 4 ans, vous veniez de terminer vos études de philosophie, tout était radieux et merveilleux. Et puis tout à coup, 10 ans plus tard, vous faites une overdose d'héroïne. Il s'est passé quelque chose entre les deux. Pouvez-vous nous donner la version condensée de cette histoire, si possible? J'ai été diagnostiqué avec la maladie de Crohn et la spondylarthrite ankylosante à l'âge de 14 ans. Oh, la vache. La maladie de Crohn, pour ceux qui ne sont pas familiers, est une affection inflammatoire chronique qui touche l'intestin. Et puis l'arthrite, c'était comme si elle était présente dans tout mon corps. Ainsi, à l'âge de 15 ans, des antalgiques opioïdes m'ont été prescrits. Et ensuite, je suis devenu vraiment très dépendant. Et ensuite, je prenais une trop grande dose du médicament. Et ensuite, devoir en chercher davantage. Que ce soit en contactant des amis ou en achetant à des inconnus dans la rue, quelles que soient les démarches que je devais entreprendre pour m'en procurer, je les faisais car j'étais profondément accro à cette substance. Où étais-je en train d'aller? Nous nous dirigions vers l'overdose d'héroïne. Ah, oui, compris, donc. Oui, donc j'étais en train de... Mais quand j'ai eu cette première expérience de mort imminente, je n'ai pas arrêté. J'ai continué à consommer pendant tout ce parcours éducatif que personne ne savait vraiment. Et est-ce que vous fonctionnez? Je parvenais à fonctionner, bien que cela ne fût pas aisé, car j'avais pris l'habitude de consommer une trop grande quantité de médicaments avant que ma prescription ne soit renouvelée. Puis je subissais des symptômes de sevrage, et je devais attendre pour en obtenir d'autres de quelqu'un ou que ma prescription soit renouvelée. C'était simplement une existence misérable. Et... à Vassar, j'ai subi une opération du dos. Et cela a alors augmenté mon niveau de douleur. Et une fois de plus, je me suis retrouvé à court de médicaments et... j'ai pris de l'héroïne. Alors je me suis dit, tiens, essayons cette héroïne. Et franchement, ça a fait du bien. Et ça a soulagé ma douleur. Mais une autre raison pour laquelle je prenais plus que la dose prescrite, c'est à cause du tumulte émotionnel, dans lequel je me trouvais tout le temps. Toujours en arrière-plan, semblable à un nuage. Tel un nuage qui persiste constamment en suspension dans le ciel, et il semble qu'il plane, sans jamais s'arrêter. Planant dans les airs, tel un hélicoptère noir qui me poursuit. Et lorsque je consommais l'opiacé, cela soulageait ces sensations. C'est ce que fait toute substance narcotique. Elle efface cette sensation. Il n'est plus nécessaire de vous en préoccuper. La douleur, elle n'est plus ressentie par vous. Cela efface tout, tant sur le plan moral que physique. Et, observez, qui ne voudrait pas ne plus ressentir cela? Je veux dire, moi aussi, je ressentirais la même chose. Je comprends tout à fait ce que vous ressentez. Donc, ce n'était pas seulement une douleur physique. Vous aviez ce genre de émotionnel, une douleur constante et persistante. Donc, vous avez essayé de soigner 2 douleurs simultanément. Et pourtant, elles persistaient, toutes les deux, sans exception. Ouais. Et la douleur émotionnelle, c'était de la peur. C'était du ressentiment. C'était des problèmes d'estime de soi. Des problèmes de confiance en soi. Ne pas me sentir suffisamment beau, pas suffisamment intelligent, ni suffisamment fort.
Je ne le supporte pas. Je ne suis pas aussi bon que les personnes X, Y et Z. Vous dénigrez les grands classiques, monsieur. Ce sont, à mon avis, les grands succès de l'ego et de... Vous dénigrez les classiques, monsieur. Ce sont des triomphes de l'ego et du bavardage mental négatif. Tout le monde ici a déjà eu ces pensées, mais cela change d'une personne à l'autre. Cependant, il est vrai que j'ai eu toutes ces réflexions à certains instants de mon existence. Mais en fait, ça devenait vraiment incontrôlable. Ouais, en gros. Et je suis tombé dans un cycle où je prenais cette drogue, et la drogue anesthésiait l'émotion. Et elle substituait ces émotions négatives, ces pensées sombres ou tout ce que vous désirez les appeler. Elle les remplacerait par des sentiments de sérénité. Et avoir l'impression que je peux réfléchir clairement, je peux me concentrer sur mes devoirs, sans me demander, tiens, je me demande si cette personne pense que je suis un idiot. Ça a finalement réduit le bruit, en somme. Cela a réduit le niveau de bruit. C'est exactement ça. Oui, bien sûr. Ensuite, tu pouvais agir car tu savais atténuer le bruit. Et bien entendu, cela valait aussi pour la douleur physique. Aussi bien, jusqu'à ce que j'en manque, et Alors ça s'aggraverait encore. Et puis, cela a été 10 fois plus pire. c'est un cercle vicieux, vraiment vicieux. D'accord. Alors procédons rapidement à 2014. Vous deviez une overdose. Sur une série d'héroïne. Que voyez-vous? Que s'est-il passé? Donc, j'étais dans l'appartement de ma mère, à cette époque. J'étais submergé d'anxiété à cause de symptômes de sevrage. Je n'attendais que l'arrivée de ce type. Est-ce qu'il va finir par venir? Je me dois de jeter un œil à l'horloge. Cela faisait déjà des jours que je subissais le sevrage, et j'étais vraiment dans un état misérable. Enfin, le type arrive, m'apporte l'héroïne, et je le fais. Et enfin, le cauchemar prend fin, et je me sens, oh, je peux enfin me détendre et réfléchir clairement, et je n'ai plus à être pris dans cette tourmente intérieure. Enfin, c'est terminé, et je peux enfin me détendre. Et ça fait du bien. Et la prochaine chose que je sais, c'est que je mourrai. Et soudain, je me retrouve hors de mon propre corps, et je m'aperçois de moi-même vu d'en haut, et je me le demande. Je suis mort. Quel était le sens véritable de ma vie? C'était ta première question posée. Dans ta tête, C'était bien la première question, oui. Quel était l'intérêt? J'ai traversé tout ça, agressé sexuellement, je suis allé à l'école, élevé religieusement. J'ai pris ces drogues, puis décroché et emprunté un parcours éducatif. Maintenant, je suis morte. À quoi tout cela sert-il? Et puis, tout à coup, j'ai eu la sensation d'une présence dans la pièce, sans pouvoir rien voir. Il n'y avait pas de personne debout là, ni d'apparition spectrale. J'ai simplement pris conscience d'une présence qui se faisait sentir. Ainsi, j'ai eu en quelque sorte une vision. L'avenir, je suppose. Que cela ait été ou non réellement l'avenir, ou une chronologie alternative. Nous ne pouvons que faire des spéculations. J'ai pu voir toutes les personnes qui ont été affectées par ma mort. Donc toutes les personnes affligées. Et en particulier, je me souviens de ma mère pénétrant dans la salle et découvrant mon corps sur son canapé. Et tout mon corps était devenu décoloré, avec genre du pus qui coulait sur mon visage. Ainsi, elle a commencé à verser des larmes et à lancer des cris. Mon bébé, mon petit bébé chéri. car elle gardait tous ses souvenirs de moi, doux petit enfant d'autrefois, tous ces souvenirs où je suis quelqu'un qu'elle chérissait, élevé avec soin, dont elle s'est beaucoup occupée. Et voilà, je suis mort. Un cadavre décoloré avec du pus écoulant de ma bouche. Alors on m'a montré tous ceux que rencontrent
je ne rencontrerai pas. Toutes les expériences que je n'aurais jamais vécues, toutes les joies que j'étais supposé expérimenter tout au long de ma vie. Et, et c'est un peu comme si j'étais dans un holodeck, comme dans la série Star Trek. C'est un peu comme une rétrospective de vie future, si vous voulez. C'est assez difficile pour moi de l'expliquer et de le mettre en mots. Mhm. Mais oui, c'était comme ça. Avez-vous vu des visages? Genre, avez-vous vu votre femme? Avez-vous vu votre enfant? Avez-vous simplement ressenti l'énergie de la situation? J'ai vu absolument tout. Mais, après avoir vécu l'expérience, tout me semblait flou. D'accord, donc sur le moment, vous voyez tout parfaitement clair, mais ensuite, tout est devenu flou. Exactement. Puis, la prochaine chose que je sais, tout change une fois de plus, et me voici de retour dans l'appartement. Reste donc debout là. Et là, j'entends une voix. Et cela n'était rien de plus qu'une voix très terre à terre, et ce n'était pas semblable au tonnerre, la voix de Dieu. Ce n'était pas un murmure. C'était simplement une voix très pragmatique qui disait « Maintenant ta vie est terminée et tu l'as gaspillée. Oh Jésus, c'est dur. » C'était comme un coup direct au ventre. Donner un coup dans les couilles, mon pote. Tu rigoles, coup dans le ventre, puis dans les couilles, comme si ta vie était foutue et irrémédiablement gâchée dès maintenant. En gros, oui. Et j'ai commencé à paniquer. Évidemment. Je me dis quoi? Ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas être en train de se passer. Laissez-moi vivre, s'il vous plaît. Je ferai ce qu'il faut. Je ferai tout mon possible pour éviter que cela n'arrive. Je ne souhaitais pas que ma mère ait à endurer cette douleur. Mais quoi qu'il en soit, j'ai imploré à maintes reprises et la prochaine chose que je sais, bam, de retour dans mon corps, cherchant mon souffle. Étiez-vous cliniquement mort? Vous ignorez, n'est-ce pas? Vous n'avez aucune idée, car ce n'était pas le cas. Mais il est clair que vous n'étiez pas là. D'accord. Je veux dire, je ne peux pas affirmer avec une sorte de certitude absolue que j'étais mort. Cela a été mon expérience. Oui, c'était clairement une expérience de sortie de corps, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouah, c'était comme une ambiance à la vie est belle, où tu pouvais voir le monde, sans toi à l'intérieur. Ouais, c'est exact, une sorte d'ambiance spéciale, ouais. Alors, tu n'as rien vu d'autre? Non. À propos. Après cette expérience de mort imminente, as-tu approfondi tes recherches sur les EMI? Et aussi dans ta propre philosophie et spiritualité, éducation, as-tu saisi la nature d'un guide spirituel? Selon toi, qui était cette voix? Je ne suis pas sûr de qui était cette voix. Il y a différentes possibilités. Mais la spiritualité a toujours suscité mon intérêt. Et je connaissais les guides spirituels et des choses de ce genre. Mais je ne me suis pas vraiment immergé dans l'étude des EMI et sujets similaires. J'ai plutôt directement intégré une cure de désintoxication. J'ai été en désintoxication 7 jours. Ensuite, j'ai appris à... Exactement. Puis j'ai appelé les urgences. Ils sont venus et ont procédé à une évaluation. Je suis allé à l'hôpital pendant 7 jours et là, j'ai dû réapprendre à nouer mes lacets. C'était à ce point-là, je ne pouvais pas réfléchir. Je ne pouvais pas bouger. C'était juste terrible. Permettez-moi de vous demander, personne n'a remarqué que vous étiez sous l'emprise de drogue et d'opioïdes à ce stade, à ce niveau-là. Personne autour de vous n'a vu de signes? Bon, certains l'ont vu, mais c'était des consommateurs. Compris. Et regardez la famille. Certains membres de la famille savaient, mais ils ne pouvaient rien y faire. D'accord. Je voulais savoir combien fort vous l'avez frappé. J'étais plutôt doué pour le cacher. Vous suivez donc une cure désintox. Durant la désintox, vous hallucinez. Ça vous arrive? Car j'ai entendu que c'est assez intense, c'est un euphémisme. Qu'est-ce qui se passait pour vous à ce moment-là de votre expérience? C'était
tout l'enfer, tourment émotionnel. Je me suis simplement efforcé d'apprendre de nouveau comment faire mes lacets. Aucune expérience spirituelle véritable ne s'est produite au cours de ce processus. Mais quand j'étais là-bas, je tiens à le dire, je ne veux vraiment pas décourager quiconque. Je ne suis pas médecin, ni expert en la matière, d'accord? Alors, pendant que j'étais là, on m'a proposé un médicament nommé Suboxone, et c'est ce qu'ils donnent aux personnes dépendantes des opiacés. J'ai clairement dit non, je ne veux pas cela. Et il était là du genre, eh bien tu sais, les gens ont 98% de chances d'échouer. C'est comme si tu sors de cet hôpital et que tu n'es pas sous un traitement de substitution aux opiacés. 88% des individus rechutent. Aussi, je savais que si j'empruntais cette voie, je deviendrais probablement dépendant de ce substitut opiacé. Alors j'ai refusé. Et je suis content de l'avoir fait. Parce que maintenant, ça fait quoi 9 ans? Et durant ces 9 longues années, je n'ai consommé aucune substance opiacée. Et vous, comment gérez-vous la douleur? Je devais. La douleur émotionnelle ou la douleur physique? Je prends des médicaments. Cela aide à apaiser mon système immunitaire afin qu'il ne s'attaque pas à lui-même. Ma maladie de Crohn et mon arthrite rhumatoïde sont actuellement en rémission. C'est formidable. Avec la douleur émotionnelle, j'ai vécu un processus spirituel. Alors, après une EMI et ensuite, la détox, je suis passé par ce processus de raffinement spirituel. Pouvez-vous expliquer cela un peu plus? Oui, alors donc, dans mon expérience, la dépendance n'était rien d'autre que... Ah, quel est le nom de cela? Pas de substance. Comme lorsque tu souffres d'une maladie et... Il existe des signes qui suggèrent que tu es peut-être atteint de la maladie, indiquant que tu manifestes des symptômes. Je vous remercie. Donc, pour moi, l'addiction était le symptôme d'un problème plus profond. De nature variée, il y avait des choses en moi auxquelles je n'avais pas encore fait face. Et je ne savais pas comment faire pour gérer mes émotions. Et il a fallu que je souhaite comprendre comment gérer mes émotions et apprendre à reprogrammer mon esprit. Et comment fabriquer de toutes pièces une autre réalité. Et ouais, je suis vraiment intrigué. Explique-moi donc comment diable tu as réussi cela. Ça semble être un sacré défi, mon ami. Oui, tu l'as bien dit. Es-tu au courant des 12 étapes? Oui, absolument. J'ai donc suivi un programme en 12 étapes, les alcooliques anonymes, alors que je n'étais même pas vraiment alcoolique. Bien sûr, mais tu étais dépendant d'une substance, donc ça a aidé. Cela a vraiment beaucoup aidé. J'ai suivi scrupuleusement les étapes, en me donnant à fond. Genre, j'ai vraiment mis 100% d'effort, parce que je savais bien que je n'allais pas m'en sortir si je ne trouvais pas une solution. Et il me fallait une solution. Alors, j'ai suivi scrupuleusement toutes les étapes. Et peu de temps après, j'ai vécu une expérience spirituelle très profonde. Cela a été une transformation complète et a véritablement confirmé que j'étais sur le bon chemin. Cela m'a assuré que je n'étais pas fou et que la spiritualité, ainsi que, pas que la spiritualité soit réelle, mais que j'ai des alliés et qu'ils m'apportent leur aide. J'ai de l'aide et ils me soutiennent. Et je vais simplement vous raconter ce qui s'est passé. J'étais en difficulté et je priais beaucoup et j'étais sous ma douche. Et tout à coup, j'ai senti une lumière, comme si elle descendait à travers le plafond et elle a continué à descendre et j'étais là à me demander ce qui se passait. Et puis la lumière m'a juste traversé et a transpercé chaque aspect de mon être. Je repensais à toutes ces choses de mon passé, en me disant, genre, je ne mérite vraiment pas ça. Cette créature est trop puissante. Pourquoi ici? Et pourquoi moi? Et la lumière seule?
à balayer ces pensées comme si elles n'avaient jamais été. Et cela a pénétré dans mon corps et a traversé chaque partie de mon être, et j'ai ressenti une paix profonde, ainsi qu'un amour immense, et une reconnaissance pour ce que j'avais été, malgré l'ensemble des erreurs que j'avais commises. C'est comme si ces choses n'avaient même pas d'importance à ladite entité. Cela m'a vraiment beaucoup aidé. Comme il se doit, monsieur. Comme il se doit. Donc, en ce qui concerne tout ce vacarme dans votre esprit et ces pensées négatives contre lesquelles tant de personnes luttent au quotidien, cela a-t-il disparu ou vous y faites face différemment? Beaucoup a disparu. Entendu? Et il en reste encore un peu. Et je prends de plus en plus conscience, récemment. Je commence à discerner plus nettement où j'ai encore des efforts à fournir. Cependant, la plus grande partie s'est évaporée. L'essentiel a disparu. Je crois que cela représente quelque chose d'intéressant. Quand j'étais dans cet instant de ma jeunesse, en proie à la colère au volant, si l'on veut, je n'avais pas conscience de ce qui se passait et il semble que vous disposiez d'une perspective globale et étiez capable de prendre un certain recul. Maintenant, quand ces pensées émergent, vous en prenez conscience. Tandis qu'auparavant, vous étiez dans le feu de l'action, mais maintenant, vous avez comme pris du recul et vous vous dites, oh non, voilà la pensée. Cette pensée est toujours là. D'accord. Il y a quelque chose qui provoque cette pensée. Donc, j'ai du travail à faire, plutôt que de la ressentir à 100%. Maintenant, vous pouvez au moins prendre du recul, avoir une vue d'ensemble et vous dire, d'accord, ça se produit à nouveau. Très bien, je dois travailler là-dessus. C'est une explication correcte, n'est-ce pas? Ouais, c'est une explication juste et correcte. Et les émotions sont comme un baromètre. Comme quand je ressens de la colère ou de la peur, je sais qu'il y a quelque chose. Cherche à attirer mon attention. Donc je peux en quelque sorte me ressaisir avant que je ne perde le contrôle. Il s'agit donc toujours d'un combat, cela ne fait aucun doute. Cependant, vous disposez désormais de davantage de capacités pour y faire face. Et à mesure que vous progresserez, votre habileté à le gérer s'améliorera encore. Ouais, et ensuite, quand j'ai eu cette expérience de mort imminente, je n'avais pas d'argent à la banque. Je vivais dans un petit appartement miteux. Plus que fauché, genre moins que fauché. Faux amis français. Aucun véhicule. Plein de peur, de négativité. Le doute de soi. Pensée restrictive. Donc vous étiez un bon parti, c'est ça? Oui, c'était ainsi. J'étais un sacré numéro. Je veux dire, en gros, tu les repoussais à coups de bâton. C'est bien ça que tu me dis, n'est-ce pas? D'accord. Pas le genre d'homme pour sortir avec votre fille, c'est clair. D'accord, c'est entendu. Mais j'avais également mes qualités, bien entendu. J'étais une personne aimante, empreinte de compassion. Je serais prêt à donner ma chemise pour vous aider. Je donnais beaucoup trop. Les gens ont profité de moi. Mais donc, je veux dire, c'est là que je suis allé. Et où je suis maintenant, c'est que me voici en train de vous parler. Podcastam au niveau supérieur. Et je me sens à l'aise. Vous êtes extrêmement à l'aise, non, et très authentique. Et je tiens à vous dire que j'apprécie cela, d'ailleurs. Je vous pose des questions qui sont parfois difficiles et vous y répondez avec une grande aisance, ce que j'apprécie énormément. La raison pour laquelle je pose ces questions est pour apporter de l'aide à ceux qui nous écoutent et nous regardent, parce que je crois sincèrement que votre histoire a le potentiel de donner de l'espoir à quelqu'un qui traverse actuellement des épreuves similaires à celles que vous avez surmontées. Et c'est pour cela que je fais cette émission, pour aider les autres qui cherchent à comprendre le fonctionnement de la vie. Ce n'est pas pour les âmes sensibles, cette chose qu'est la vie. Non, ce n'est pas ça. Certainement pas ici. Peut-être que sur d'autres planètes c'est différent, mais pas sur celle-ci. C'est un job difficile, c'est un jeu difficile, une simulation si vous voulez. Les niveaux deviennent de plus en plus ardus et les patrons à battre sont souvent ceux qui se trouvent en vous-même. Ah, intéressant. Ouais, à bien des égards.
Alors, après l'éveil spirituel et les expériences de mort imminente, avez-vous fait des recherches sur d'autres expériences similaires ou comment cela a-t-il changé vos croyances spirituelles? Avez-vous commencé à explorer certains chemins pour vous éduquer ou du moins comprendre ce qui vous est arrivé? Saviez-vous exactement de quoi il s'agissait? Ce qui vous était arrivé? Comme ah, c'est une expérience de mort imminente? Je savais que c'était une expérience de mort imminente, mais après, je ne me suis pas vraiment penché sur la question. Je me suis plongé dans le gros livre des alcooliques anonymes. Et j'ai commencé à participer à des réunions et à faire du bénévolat dans la communauté. Et puis, je veux simplement enchaîner pour donner plus d'espoir aux gens. Me voici à un niveau supérieur, celui de l'âme, confiant. Oui, c'est le cas. J'ai acheté une voiture neuve. J'ai acheté une maison. J'ai épousé l'amour de ma vie. Et moi j'ai un fils, Daniel, qui est âgé de 5 mois, Dieu le bénisse. et je ressens véritablement un épanouissement dans ma vie. C'est incroyable, un épanouissement profond. Alors, qu'est-il arrivé? À cette époque-là, je n'avais pas ça. Je n'avais pas ce sentiment d'accomplissement. J'étais toujours en quête de le trouver, mais je ne pouvais pas l'atteindre. Je ne le trouvais pas. Alors, ça a changé quoi? Qu'est-ce qui a changé ou basculé en toi? Outre toutes ces expériences mentionnées, y a-t-il quelque chose qui... Qu'est-ce qui a changé en toi pour que tu changes? Parce que c'est exactement pareil, mais à un autre niveau de conscience. Genre, je n'ai plus de colère au volant. Quelque chose a basculé en moi, qui a modifié ma façon de voir la vie, ma façon de considérer les choses autour de moi-même. Et ne permet plus à l'ego ou à la bête, si tu préfères, de prendre le volant de la voiture. Mais c'était quoi cette chose? Car tu es toujours Brendan, mais tu es différente version de toi-même. Je suis sûr que les personnes qui écoutent se disent, je suis encore dans l'ancienne version de Brendan, mais je dois atteindre cette nouvelle version. Il est vous. Que proposez-vous donc? Quel a été le déclencheur de votre changement? Ouais. Confronter les amertumes du passé. Lâcher prise. Mais apprendre à lâcher prise de façon efficace. Car j'avais lâché prise auparavant. Et pourtant j'avais toujours ces sentiments. Alors, c'est une rancœur. Ressentir de la colère à cause des actes des gens envers moi dans le passé. Et trouver une solution à ce problème. Une autre, c'était les peurs. Les craintes de chacun dans la vie. Que ce soit ou non la prise de parole publique. Parler avec de nouveaux gens. Angoissé parce que les autres pensent de moi. Et ensuite préoccupé par X, Y et Z. Pourrais-je régler cette facture? Serais-je en mesure de régler également cette autre facture? Des craintes, ouais. Et ensuite, se soucier de l'avenir? Et du genre, est-il possible que je puisse mourir sans que ma mère ne soit jamais fière de moi? Oui, non, je saisis. Tous ces pensées qui se bousculent dans l'esprit. Et c'est cyclique. Et c'est toujours dans l'esprit, sauf que rien de tout cela ne t'arrive vraiment de plusieurs manières. Genre, tu vis dans le passé et tu t'inquiètes pour l'avenir, qui est ton imagination, et tu vis dans le passé, qui est ta mémoire, mais tu ne vis pas dans l'instant présent, n'est-ce pas? Donc, faire face au passé et s'occuper de l'avenir. Et les sentiments associés à tout cela. D'accord, de manière efficace. Méthodiquement. Avec concentration et de même. Je ne peux pas permettre que cela me terrasse. Il est impératif que je trouve une solution. Car je ne souhaite pas que ma mère découvre mon corps inanimé. Cela m'a donné l'énergie nécessaire, ou la motivation, pour surmonter la difficulté. Ce n'était pas facile. Faire face aux ressentiments, affronter les craintes, et face aux problèmes d'estime de soi, devenir mon propre meilleur ami plutôt que d'être mon pire ennemi. Cela est très puissant. C'est absolument vrai, mec. Je veux dire, cette petite voix en nous, si elle prenait forme humaine,
on chercherait à s'éloigner de cette voie aussi vite que possible, mais elle vit avec nous. Tu as raison. Sois ton propre meilleur ami, plutôt que ton pire ennemi. C'est extrêmement puissant parce que c'est ce à quoi la plupart d'entre nous sommes confrontés. On est abusif. On est abusif envers nous-mêmes. Juste d'une brutalité abusive, et je dois te reconnaître ça, mon ami. Tu es un battant. Tu es un battant. Tu as traversé beaucoup d'épreuves dans ta vie jusqu'à présent pour arriver là où tu es maintenant. Et j'ai eu beaucoup de personnes ayant frôlé la mort dans mon émission, et j'ai parlé avec nombre d'entre elles, et une chose ressort de tous ces témoignages, c'est que, lorsqu'ils l'ont vécu, c'était quelque chose dont ils avaient besoin dans leur parcours de vie. Soit ils s'étaient égarés, et cela a constitué le choc nécessaire pour remettre les choses en ordre, ce qui semble correspondre à ce qui vous est arrivé. Vous suiviez un chemin duquel vous n'auriez probablement pas pu vous échapper, mais il y a toujours un choix. Il y a toujours un choix. Vous auriez pu simplement dire, vous savez quoi, je quitte cette vie, je ne veux pas venir, et vous seriez mort sur place. Mais en voyant de l'autre côté, appelez-le comme vous voudrez, cette présence que vous avez perçue, elle a bien compris ce qui vous était nécessaire. Montrons-lui donc cela. C'est exactement ce qu'il faut pour vous aider à vous remettre, pas ce qui a marché pour un autre, mais une solution taillée sur mesure pour vous. Et voir votre mère, observer le monde, réaliser tout ce que vous auriez pu perdre, n'est-ce pas précisément cela, ce dont vous aviez essentiellement besoin pour vous remettre sur le bon chemin? C'est tout à fait fascinant, cher ami. Je t'applaudis sincèrement, vraiment. Je vous remercie. Peut-être de l'amour dur. Toujours de l'amour dur. C'était bien ça, non? Mourir, c'est de l'amour dur. C'est une affirmation générale. Dans les affaires de l'amour ardu, mourir est sans doute le plus difficile de tous les amours. Et revenir, cela représente une puissante forme d'amour pour réparer. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Mais tu sais quoi? Parfois, il est nécessaire de toucher le fond avant de pouvoir remonter. J'ai traversé pas mal de choses dans ma vie, rien de comparable aux tiennes. Mon parcours était différent, mais j'ai failli faire faillite. J'ai presque tout perdu. J'ai souffert d'une dépression pendant 3 ans après ne pas avoir réussi. Être presque à réaliser mon rêve et le voir brutalement arraché, subir des abus verbaux, ma vie menacée par un mafieux, c'est toute une histoire. C'est vraiment toute une histoire. Alors, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, mais après tout ce qui s'est passé, j'ai dû toucher le fond avant de pouvoir remonter à la surface. Et je ne sais pas si je l'ai déjà mentionné dans l'émission, mais au moment précis où j'allais signer les papiers de faillite, j'ai crié vers le ciel, vers Dieu, qui, soit dit en passant, n'était pas le centre de ma vie religieuse, ni de ma vie spirituelle à ce moment-là. J'étais encore un jeune homme. J'ai dit, bon, Dieu, si tu es là, si tu refuses de m'aider, je serai contraint de signer ces documents. Et je ne veux vraiment pas faire ça. Je tiens à rembourser mes dettes, cette dette dans laquelle je me suis moi-même enfoncé. Alors, si tu ne m'aides pas, malgré tout, je serai contraint de signer ça. Et le lendemain, j'ai reçu un appel de mon tout premier patron. Et il fait comme, hey mec, je ne sais pas si tu es en recherche d'emploi ou pas, mais il y a cette opportunité de travail dans le Nord pour devenir rédacteur sur une chaîne TV. Tu devrais vraiment y aller. J'ai déjà fait un commentaire très élogieux à ton sujet et donné une excellente recommandation pour toi. Et je dois dire que ce n'était pas facile, mais j'ai réussi. Alors, tu as dit que tu faisais faillite. Oui. Quel était votre commerce? Ah non, mon affaire, c'était d'être un idiot. Et que quand j'avais dépensé tellement d'argent en bêtises quand j'étais jeune que mes crédits ne cessaient d'augmenter, ma carte de crédit était constamment à la limite. Je n'avais pas de travail stable, mon ego était complètement hors de contrôle. Je me détruisais moi-même de cette manière. Je n'avais pas de problème de dépendance aux substances. Ce n'était simplement pas mon chemin dans cette vie. Mais je devais presque faire face à tout ce reste seul. J'étais sur le point de perdre ma maison. Je n'étais jamais au point de me retrouver complètement à la rue, cependant. J'aurais pu rester chez un parent ou chez un ami, mais j'étais dans une période extrêmement sombre de ma vie. Et les papiers de la faillite étaient la seule chose qui pouvait potentiellement sauver ma maison. Parce que tous ces créanciers étaient à mes trousses. J'étais aussi bête que je vais faire en sorte qu'une carte de crédit paie l'autre carte de crédit et les laisser régler ça entre eux. C'est dire à quel point j'étais stupide. Vous avez parlé d'ego, n'est-ce pas? Oh oui. Pouvez-vous développer davantage sur ce sujet? Que voulez-vous dire exactement? Eh bien, mon ego a fini par prendre le dessus parce que j'ai connu un certain succès au tout début de ma carrière. Et puis, soudainement, j'ai eu une opportunité à réaliser un très gros film pour un mafieux, un film à 20 millions de dollars. Et puis, j'ai rencontré les plus grandes stars de cinéma du monde. Et je me suis envolé pour Los Angeles, où j'ai eu des déjeuners et des dîners. Et
des limousines, tout le tralala. Et là, moi, à 26 ans, encore un gamin. Et puis, j'ai consacré un livre entier à cette expérience, d'ailleurs. Si quelqu'un visite mon site web, il pourra découvrir ce livre intitulé Shooting for the Mob. Et puis, soudainement, tout m'a été arraché. Imaginez être si près de réaliser votre rêve, et cela pendant 1 an, Bob. Endurer des abus verbaux quotidiennement, et tout cela venant d'un gangster souffrant de troubles bipolaires, qui te dit, ne serait-ce qu'un instant, tu es le meilleur. C'est comme si tu allais travailler tous les jours avec Joe Pesci dans Les Affranchis. Et puis soudain, l'instant d'après, il te dit, je vais te tuer et te jeter dans un fossé quelque part. C'est choquant pour quelqu'un qui n'était pas prêt à y faire face. Jeune homme, je n'avais aucune défense contre ça. Je n'avais jamais eu à gérer cela. Alors, traverser tout ça. Et ensuite, après avoir finalement été libéré de cette situation. Je n'arrivais tout simplement pas à fonctionner correctement. Non, je ne trouvais pas de travail. J'en étais réduit à vendre des bandes dessinées sur eBay pour subsister. Quand vous dites que votre ego était vraiment démesuré, que voulez-vous dire? Donc, mon ego, quand j'ai commencé, a rapidement enflé. J'ai démarré très vite et je gagnais énormément d'argent. Beaucoup d'argent, et cela rapidement, dès que j'étais un jeune homme. En tant qu'éditeur, quel effet cela a-t-il eu sur vous? Oh mon Dieu, c'était tellement autodestructeur. Parce que moi, quand on est jeune et qu'on pense, j'ai tout l'argent du monde et je peux faire absolument tout ce que je veux. C'est juste des voitures, du matériel et faire des choses complètement stupides. Je ne pouvais simplement pas contenir mon ego dans une maison, il était démesurément énorme. Et c'était là la partie autodestructrice où je me disais, tu sais quoi? Maintenant, je vais faire ça. Je vais tout jeter par les fenêtres, tout mon travail. Et c'est à ce moment-là que tout a commencé. Alors, j'ai commencé à accumuler des dettes encore et encore parce que l'argent ne rentrait plus comme il le faisait auparavant. Et puis, comme pour lui donner une leçon, je pense que l'univers a choisi de lui envoyer ce mafieux pour le briser un peu, car il était devenu trop incontrôlable. Il a permis à cet homme de s'approcher aussi près que possible, humainement parlant, de ce rêve qu'il avait vécu et nourri toute sa vie, avant de le lui arracher de manière brutale. Voyons quel effet cela aura sur lui. Et je suis infiniment reconnaissant que le projet de ce film n'ait pas abouti, parce que si cela avait été le cas, je ne sais pas où je me trouverais aujourd'hui. Cela m'aurait sans doute détruit. Ayant conscience de cela, je mesure ma chance. Toute cette attention, cet amour ou faux amour, peu importe, c'était principalement de l'attention, les feux de la rampe, tout cela m'aurait inévitablement détruit. J'avais besoin d'être brisé pour ensuite me retrouver dans une position où je devais m'humilier pour remonter. Et soit dit en passant, je suis extrêmement têtu. Alors, même une fois remonté, il m'a fallu, au cours des 20 années suivantes, livrer de nombreuses batailles pour gérer tout cela. Et seulement, il y a de cela 7, peut-être 8 ans, j'ai commencé à vraiment m'éveiller. Et le podcasting, aussi surprenant que cela puisse paraître, a été le catalyseur. Non pas cette émission spécifique, mais d'autres programmes que j'ai initiés il y a environ 8 ans, à l'époque où j'ai commencé à vraiment redonner aux gens, transmettre le savoir, essayer d'aider autrui, ma vie a changé, et puis cela m'a mené là où nous en sommes aujourd'hui. Voilà, un petit aperçu du parcours. Mais l'ego est toujours, pour moi, l'ego est toujours là, ce nuage qui se tient en permanence derrière moi. Je le compare à un combattant MMA perché sur ton épaule qui attend patiemment que tu détournes le regard. Et c'est à ce moment-là qu'il frappe d'un coup de poing ou qu'il t'étrangle. Mais il est toujours là, tapis dans l'ombre, prêt à attendre. Et cette attente peut s'éteindre sur 6 mois, peut-être même un an, sans qu'il ne fasse le moindre bruit. Et puis, bam, le fils de a été pris de nouveau, mis sur la touche, exactement mis sur la touche. Donc, c'est-à-dire la chose qui l'humilité que vous devez posséder, offrir et manifester en servant autrui est, je l'espère, un lieu, un chemin pour devenir plus humble. Mais oui, c'est exactement ce que c'était. Je souhaite entamer une discussion sur un thème qui est controversé. Es-tu d'accord? Alors, tu mentionnais que quand tu as connu ce succès et que tu étais juste sur le point de concrétiser ce rêve que tu possédais depuis bien longtemps. Tu as dit que tu étais plein d'ego. Est-ce que c'est un terme? Parmi d'autres choses, ouais, de l'ego. Et qu'en est-il de quelqu'un qui se trouve à l'autre extrémité du spectre du succès? Pensez-vous qu'il soit possible qu'il soit plein d'ego? Bien sûr, je vous ai apporté mon aide. Travaillant avec des réalisateurs et des scénaristes sur mes autres émissions pendant près de 8 ans, et le niveau de délire que je rencontre est remarquable.
Parce que je peux reconnaître ce délire car je l'ai moi-même expérimenté pendant 1 ou 2 décennies. Je peux donc le reconnaître chez les autres très rapidement. Et le plus fou dans toute entreprise artistique, et l'industrie du cinéma en particulier, c'est l'illusion qu'il faut croire que ces projets pourraient même être réalisés. C'est cette illusion-là qui fait mal. Car il faut un certain degré d'illusion pour croire que l'on va faire carrière dans le cinéma, être acteur, scénariste, réalisateur. Il faut être un peu illusionné. Un peu, c'est nécessaire. Si tu veux être artiste et te dire je vais danser et vivre de la danse, il faut être légèrement illusionné pour croire que c'est possible. Et je ne dis pas ça de manière péjorative, je le dis de manière positive. Mais quand les choses ne se passent pas comme prévu et que l'illusion grandit de plus en plus, c'est l'ego qui doit te renforcer pour survivre cette chose. Et puis, quand tu suis cette route depuis si longtemps, il est extrêmement difficile de faire marche arrière à moins que des événements imprévus ne surviennent. C'est précisément à ce moment-là que la vie commence à te bousculer et c'est alors que tu espères devenir plus humble. Aimer passionnément quelque chose ne signifie pas forcément que c'est ce à quoi tu es destiné. De bien des manières, j'ai découvert cela au fil du temps. Et cela ne signifie pas que je n'aime plus le cinéma. Je l'apprécie toujours autant et nous continuerons à en faire à l'avenir. Mais la différence, c'est que c'est un peu déséquilibré. Comme si tout était parfaitement en place, à mon avis, que ce soit bien, mal ou indifférent, au moins dans ma vie. C'était, en regardant en arrière, comme si j'avais parcouru mon petit chemin dans cette existence. Alors, je peux me retourner et penser, oh Dieu merci, je n'ai pas eu jeté dans 2 sens, émission de télé-réalité avec des cinéastes dedans, et je suis allé jusqu'au bout, et j'étais dévasté de ne pas avoir été retenu. Puis après, je repense à tout ça et je me dis, mon Dieu, heureusement que je n'ai pas été pris parce que les réalisateurs qui ont été sélectionnés, leur carrière a été torpillée. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, tout finit par s'arranger comme ça doit être. Mais l'ego est une chose dangereuse et c'est une chose merveilleuse. Il faut de l'ego pour pouvoir faire des choses, mais il faut aussi. D'après ce que j'ai appris, des personnes à qui j'ai parlé dans cette émission, je pense que la meilleure façon de gérer l'ego, c'est de le traiter comme un enfant de 5 ans. Quand il commence à parler, tu reviens en arrière et tu dis non. Tu dois arrêter ça. Ici, on ne fait pas ainsi. Non, ce n'est pas la bonne manière de procéder. Et tu lui parles comme à un enfant. Mais vous ne pouvez pas lutter contre ça. C'est comme essayer de mener un combat. Vous comprendrez cela, monsieur, dans environ 4 ans et demi. On ne peut pas lutter contre un enfant de 5 ans. J'ai des enfants. On ne peut pas se battre contre un enfant de 5 ans, mais il faut lui parler d'une certaine manière. Lui parler à lui ou à elle d'une certaine manière pour pouvoir avancer, entrer dans le restaurant, sortir du restaurant, monter dans la voiture, sortir du parc. Ce sont des conversations que vous devez avoir avec un enfant de 5 ans. Alors vous traitez l'ego de la même façon et il semble que cela fonctionne, mais ce n'est qu'une voie sur le chemin. Cela s'est transformé en une conversation, une interview de moi-même. Maintenant, j'adore ça. J'espère que cela aidera les gens. Parlons encore plus de vous. Oui, continuons à parler un peu plus de moi, c'est certain. Mon ego apprécie énormément cela. Non, en réalité, je partage ces récits dans l'espoir que quelqu'un qui écoute puisse tirer des enseignements de nos 2 extrêmes, de nos 2 histoires et de nos 2 experiences qui sont très différentes l'une de l'autre. Mais nous avons, en quelque sorte, arrivé au même endroit à bien des égards. Oui, je vais simplement interrompre un instant parce que... Vous souvenez-vous que j'ai dit que j'allais dire quelque chose de controversé? Ainsi, je proviens de l'extrémité opposée du spectre, celui du succès. Et je suis devenu victime. À l'âge de 8 ans, j'ai été sexuellement agressé et moi j'ai éprouvé ressentiment. Et le ressentiment m'a vraiment déchiré. Exact. Mais ce que je n'avais pas réalisé, c'est que le ressentiment, c'était de l'ego. Se cramponner au sentiment rancunier était mon ego. Quelle est votre opinion à ce sujet? Cela se tient, cela a du sens. L'ego est présent d'une façon pour te protéger, pour ta sécurité. L'ego occupe effectivement cette place dans ta vie. Il ne pense qu'à lui-même, de bien des manières aussi. Et il est destructeur. Il peut l'être si tu le laisses s'exprimer. C'est quelque chose,
C'est comme n'importe quel outil, à bien des égards. Un marteau peut tuer où il peut. Construire une maison, voilà où est la controverse. Cela. Eh bien, comment oserais-je dire cela à propos de quelqu'un qui a été agressé sexuellement? Non. J'ai été victime d'une agression sexuelle. Et j'étais égocentrique dans ma propre... Conserver le sentiment de rancune. Je ne pense pas du tout. Je ne pense vraiment pas du tout. Je ne crois pas que ce soit le cas. Lorsque vous l'avez exprimé initialement, cela résonnait pleinement avec moi, car l'ego aurait tendance à s'y attacher. C'est à cause de l'ego, de nombreuses manières, a également subi les abus. Alors, il y fait face à sa propre manière, et s'accrocher à cela est son moyen de le gérer, parce que s'il lâche prise, il pourrait se perdre. Est-ce que cela s'est déjà produit du point de vue de l'ego? On plonge dans le profond là, les amis, donc si quelqu'un nous écoute, s'il vous plaît, si on vous offense ou quoi que ce soit, pardonnez-nous, on essaie juste de démêler ce concept. Mais je ne suis pas psychologue, mais d'après mon expérience avec l'ego et les personnes à qui j'ai parlé dans cette émission, il me semble que l'ego a tendance à s'accrocher. Je veux dire, regardez bien. Revenons rapidement à mon expérience avec l'ego, et je vais vous dire, je me suis accroché à l'expérience de ce gangster pendant 20 ans, et à un niveau subconscient, je ne pouvais simplement pas lâcher prise. Consciemment, je l'ai laissé partir. Je faisais tout, extérieurement, pour essayer de réaliser mes rêves, tout et même plus, pour essayer de réaliser mes rêves. Mais au fond de moi, dans mon subconscient, l'ego était, en quelque sorte, le guide de mes décisions. Alors j'échouais. J'approchais du but et j'échouais, j'approchais et j'échouais jusqu'à ce que finalement je me dise attends une minute. Quand j'ai écrit mon livre, je me suis dit oh, je n'avais pas lâché prise sur ça. Je n'avais pas conscience de la douleur que cette situation m'avait causée et du traumatisme qu'elle m'avait infligé. De maltraitance physique légère à abus psychologique total. J'ai été dans une relation abusive pendant 1 an avec un psychopathe bipolaire. En gros, je n'avais pas lâché prise de cette maltraitance et je n'avais pas surmonté ce traumatisme. Mais franchement, j'étais complètement remis, vraiment. Ça ne me traverse même plus l'esprit. Je ne me suis jamais assis pour me lamenter en disant oh, pauvre de moi, oh, ce qui m'est arrivé il y a 20 ans. Je n'ai jamais eu de telles pensées. Parfois, quelqu'un évoquait un souvenir et cela revenait à la surface, mais je n'ai jamais moi-même ressassé ces moments. C'est le signal d'alerte, le drapeau rouge. Ouais, je n'ai vraiment jamais rien fait et cela ne me dérangeait pas du tout. Mais quand j'ai finalement écrit le livre et que j'ai vu cette émotion simplement surgir, j'étais là me disant oh mon Dieu, c'est toujours présent. Ce n'est pas simplement une histoire, cette chose continue de m'affecter et de me guider. Alors, une fois le livre publié, c'était comme si j'avais exorcisé le démon qui était en moi, pour ainsi dire. Alors, j'ai été libéré de cela. Et une fois cette libération acquise, j'ai également laissé tomber de nombreuses autres choses auxquelles je m'accrochais. Ainsi, je me suis débarrassé de toutes ces idées qui m'encombraient, comme le sentiment de ne pas être à la hauteur, ou l'inquiétude constante du jugement des autres. Toutes ces pensées, et j'ai finalement décidé de ne plus m'en soucier. Et c'est alors que j'ai réalisé mon tout premier film. En 1 mois, j'ai décollé, recruté une bande de super acteurs, tourné un film, vendu à Hulu, produit pour $5 000. Tout le monde disait que j'étais fou, et je l'ai fait, ça m'était égal. J'ai enchaîné avec un second film tout de suite après, une expérimentation, sans me soucier de l'avis des autres. Et puis, tout à coup, tout est devenu clair. C'est en écrivant ce livre que j'ai pu révéler ce qui se tramait en moi et ce qui avait nourri une immense frustration dans mon existence durant presque 2 décennies. Effectivement, c'était l'ego qui se cramponnait à ce traumatisme car c'est ainsi qu'il se protège. Mais une fois que je l'ai libéré et que j'ai lâché prise, véritablement lâché prise. Alors l'ego se dit, bah d'accord, bah ça ce n'est pas notre identité, ce n'est pas ce que nous sommes. Comment appliqueriez-vous cela à quelqu'un qui a été agressé sexuellement, monsieur? Maintenant, nous abordons un domaine qui, je n'ai pas les qualifications pour ça. Tout ce que je peux dire, c'est que selon mon expérience, si vous avez subi un traumatisme que vous ayez vécu, quel qu'il soit, j'ai vécu mon événement traumatisant, alors par libérer cela en écrivant à ce sujet, en racontant l'histoire, en l'acceptant,
mais aussi en comprenant que vous n'êtes pas l'événement traumatisant qui vous est arrivé et que vous pouvez vous en détacher. Parce que mon identité était inconsciemment enchevêtrée. C'est la ruse de cette satanée chose. À un niveau inconscient, mon identité était liée à ce traumatisme, même si consciemment, je n'en avais même pas conscience, vraiment pas. Ce n'est que lorsque j'ai ouvert la porte à l'écriture du livre, là, il a fallu que ça sorte, parce que par le processus d'écriture, ça devait se déverser sur la page pour raconter l'histoire. Et puis, pendant que je traversais ce processus, qui m'a pris environ 6 mois à 1 an pour écrire le livre, parce que ça m'a pris une éternité pour juste affronter tout ça, je pleurais pendant que j'écrivais, c'était tellement émouvant. Je sautais des chapitres parce que je savais où je devais aller, vers ce processus. Alors, on a traversé tout ça. J'ai finalement pu le libérer. Donc, je dirais que si mon expérience d'un événement traumatisant, vous pouvez transposer cela à tout type d'événement traumatisant. Et encore une fois, je ne peux pas vous dire ce que l'on ressent. Je n'ai jamais été abusé sexuellement, donc je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas si cela fonctionnerait pour quelqu'un comme vous dans ce sens, ou pour quelqu'un qui a vécu ce type d'expérience, mais cela pourrait concerner quelqu'un qui était dans une relation abusive. Je ne sais pas, je sais juste que ça fonctionnait. Je n'ai jamais dit ça à personne, Alex. Mais j'étais arrivé à ma 4e étape chez les alcooliques anonymes, et c'est l'étape où vous identifiez l'origine de tous vos ressentiments, de toutes vos peurs, et vous mettez tout par écrit. Donc le premier point sur ma liste était d'avoir été sexuellement agressé. Alors, je me suis trouvé un parrain aux alcooliques anonymes, et ils examinent avec vous cette liste que vous avez créée. C'est leur rôle. Et ils vous montrent comment gérer les ressentiments. Je ne savais pas du tout comment ça allait se passer, alors je suis allé voir mon parrain et j'ai fait le premier pas. Et là je me dis, tu sais, je ressens du ressentiment envers cette babysitter qui m'a agressé sexuellement quand j'avais 8 ans. Il a dit, d'accord, je suis vraiment désolé que cela t'ait arrivé. C'est vraiment terrible. Cela ne devrait jamais arriver à quiconque. Mais laisse-moi te poser une question. T'es-tu déjà demandé s'il avait été sexuellement agressé? La personne qui t'a agressé sexuellement, ai-je dit, non. Je n'avais jamais pensé à cela. Il a dit, tu sais, que beaucoup de gens qui commettent des agressions sexuelles ont eux-mêmes été victimes d'agressions similaires. J'ai dit, je n'y avais jamais vraiment réfléchi. Et il a dit cela. Vous a-t-on jamais s'il avait été maltraité de quelque manière que ce soit? Et j'ai répondu non. Et il fait genre, donc tu as gardé cette rancœur et tu n'y as jamais vraiment réfléchi. S'il avait une raison particulière, ce qui l'avait motivé et d'où cela provenait? Et j'ai répondu, pas vraiment. Alors il a dit, s'il avait été victime d'agression sexuelle, cela rendrait-il son geste plus compréhensible? Je l'ai dit. Je suppose. Car il serait logique que si vous aviez été agressé sexuellement, peut-être que vous agresseriez quelqu'un d'autre. Cela pourrait être une cause, n'est-ce pas? Donc je veux dire, l'idée c'est que je n'ai jamais pris en compte ces sentiments. En l'espace de 25 ans. Je détestais juste cette personne. Et je n'ai jamais pris de recul par rapport à moi-même. À me questionner. Tiens, quels étaient les motifs de cette personne pour me faire cela? En d'autres termes, je réfléchissais juste à moi en tant que victime. La douleur que j'ai traversée, et cela m'est effectivement arrivé. Et, oui, il est tout à fait justifiable que j'éprouve ce sentiment. Envers cette personne. C'est tout à fait normal, mais je ne souhaite plus éprouver ce sentiment. Je ne veux plus ressentir de colère envers quelqu'un à ce point. Alors, comment vais-je réussir à surmonter ça? Cela a-t-il du sens? Cela a parfaitement du sens pour moi. Je n'ai pas seulement pardonné à mon gangster, je l'appelle mon gangster.
Et mon gangster, je ne l'ai pas seulement pardonné, mais je l'ai également. Je suis empathique envers lui. Car le montant total de maltraitance et des épreuves difficiles qu'il a dû endurer pour devenir la personne qu'il est devenu est vraiment intense. Non seulement cela, mais il souffrait également de troubles bipolaires non diagnostiqués. Je n'ai aucun doute dans mon esprit qu'il l'était également. Alors, il menait sa vie à sa façon comme il avait toujours su le faire, c'est ça. C'est difficile à exprimer à voix haute, mais c'est quelque chose sur lequel, après beaucoup de réflexion, on se dit simplement, il faisait de son mieux. Aurait-il pu faire mieux? Aurait-il pu ne pas être si violent? Aurait-il pu ne pas profiter de la situation? C'était les compétences de cet homme. C'était le monde dans lequel il avait été élevé, c'était l'expérience qu'il avait vécue. Et je sais pertinemment que beaucoup de cela venait de la douleur. J'ai passé énormément de temps avec cet homme. J'ai entendu une multitude d'histoires. Il souffrait simplement. Il a énormément souffert. Et il est devenu violent pour se protéger. Et il a manipulé les gens pour se protéger. Parce que c'était la seule méthode qu'il connaissait pour survivre. Je ne lui garde aucune rancune, aucune animosité. À bien des égards, il a rempli le rôle du personnage dont j'avais exactement besoin à ce moment précis de ma vie. Une personne de cette sorte n'a pas sa place dans cette période de ma vie, et aussi avec beaucoup d'énergie. Est-ce que ça aurait du sens pour quelqu'un comme ça d'être dans ma vie à ce stade? Je n'ai plus besoin d'apprendre cette leçon. Et le traumatisme n'est pas une leçon, mais je ne sais pas, encore une fois, dans ma vie, c'était quelque chose qui... J'en avais besoin à ce moment-là. Je ne dis pas ça pour toi du tout. Mais pour moi, c'est quelque chose. Et peut-être qu'il y avait une manière plus simple d'apprendre cette leçon. Mais apparemment, je ne l'avais pas apprise. Et l'univers a fait ce qu'il a fait. Mais quand tu commences à regarder les choses d'un point de vue beaucoup plus large, des plans de vie, traverser la douleur, et j'ai posé beaucoup de questions à des maîtres spirituels, des canaux, des médiums, je me dis, pourquoi choisirait-on la douleur dans cette vie? Pourquoi de l'autre côté regarderait-on et se dirait-on, je veux de la douleur dans cette vie? Je dois traverser cela. Je dois me battre pour surmonter cela. Je dois passer par cette épreuve, lutter. Pourquoi ne serais-je pas simplement né dans une famille aimante, avec tout l'argent dont j'aurais besoin et être merveilleux et aider les gens? Pourquoi ne choisirais-je pas cela plutôt que y ait douleur et drogues et traumatismes et toutes ces autres choses qui me sont arrivées? Pourquoi aurais-je choisi cela? Et d'après ce que je comprends, c'est parce que l'âme souhaite évoluer d'une manière qui l'oblige à traverser ces épreuves. Car quelqu'un m'a donné cet exemple et c'était un excellent exemple. Si vous étiez né dans une famille qui possédait un restaurant 5 étoiles Michelin et tout ce que vous avez consommé durant toute votre existence, ce sont des plats de ce restaurant qui sont sans doute parmi les meilleurs au monde. Des gens venaient des 4 coins du monde entier pour y manger, mais vous, vous y êtes né. Et puis un jour, il faut manger chez McDonald's ou autre fast-food. Désolé, McDonald's, c'est pour se dire, oh, ce n'est pas ça. Vous avez besoin de voir cet autre côté pour vraiment apprécier celui-ci. C'est une question épineuse. C'est une conversation ardue à entamer lorsqu'une personne est en plein événement traumatisant. Mais j'espère que cela apporte un peu de perspective, parce que toi et moi, nous avons vécu différents types d'événements traumatisants, et nous en sommes tous les deux ressortis plus forts. Et je sais, j'apprécie d'autant plus ce que j'ai maintenant, bien plus, à cause de ce que j'ai traversé, aussi désagréable que cela ait été dans ma vie, et je suppose pour toi également. Brendan, cette conversation a été vraiment incroyable, mon ami. Je te remercie énormément d'avoir été si franc et si honnête, et j'espère sincèrement que notre échange pourra aider les gens. Elle a débuté d'une certaine manière, s'est achevée différemment, mais j'espère sincèrement qu'elle sera utile aux gens. Je vais te poser quelques questions, comme je le fais avec tous mes invités. Quelle serait votre définition personnelle d'une belle vie? Ma propre définition de ce qu'est une belle vie serait: la définition d'une belle vie réside dans la quête de trouver
l'épanouissement perso. La paix intérieure est semblable à l'atteinte d'un objectif, c'est découvrir un refuge de sérénité en plein milieu de l'orage. Et parvenir à cette essence serait mon objectif. Et j'assiste également les autres à en faire de même. Je suis effectivement un coach spirituel qui est certifié et j'ai créé ma propre entreprise. Je crois que je ne l'ai pas mentionné. Je pense que si, vous l'avez mentionné tout à l'heure, oui. Je l'ai déjà mentionné? D'accord, donc oui, je suis coach spirituel certifié et consultant en entreprise. Voilà, trouvez ce centre intérieur où il est impossible d'être ballotté et trouvez quelque chose que vous aimez vraiment faire. Maintenant, quelle est votre définition de Dieu? Ma définition de Dieu est question résolue. D'accord. Et ensuite, quel est le but ultime de l'existence? Le but ultime de l'existence? Je ne peux pas répondre à cette question. Bien sûr, mon ami. Et où les gens peuvent-ils en savoir plus sur toi et sur le travail que tu réalises? Vous pouvez me trouver sur Facebook. Brandon Densmore. Brandendensmore sur Facebook. Peut-être pourriez-vous inclure un lien dans la description de la vidéo? Les gens peuvent me contacter. J'accepte encore quelques nouveaux clients. C'est assez intense en ce moment car je prends en charge de nombreux clients, mais il me reste encore quelques places disponibles, donc si vous souhaitez travailler avec moi, faites-le moi savoir. Il se pourrait bien que cela devienne un peu plus pesant après cette chanson, monsieur. Oh là là, je dois vraiment embaucher quelqu'un. Préparez-vous. Et pour finir, avez-vous un message de départ à adresser au public? Des messages de départ? Accordez-vous une pause. Donnez-vous une tape dans le dos. Apprenez à devenir votre propre meilleur ami au lieu d'être votre pire ennemi. Et vous n'avez vraiment pas à vous adresser la parole de façon si péjorative. Ne vous parlez pas de cette manière. Traitez-vous avec respect. Brendan, je te suis reconnaissant, mon frère. Merci infiniment d'avoir été si authentique et honnête en nous racontant ton histoire. Et merci pour tout ce que tu accomplis dans ce monde, mon ami. Je te suis profondément reconnaissant. Merci Alex. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage. Et n'oubliez pas de vous abonner.